En tout cas, je te remercie pour cette première interview, pour moi déjà, et première série de vidéos, comme je te le disais. Je vais recevoir une grande partie des chefs d'entreprise Tahiti qui sont inspirants pour la population. Je vais poser des questions simplement sur comment ils réussissent, comment ils pensent, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'il y a derrière qui les invite à, comme ça, à créer, à poursuivre, et puis quand il y a des problèmes, à continuer à avancer, et ainsi de suite. Alors, c'est pas évident, c'est la première fois. Donc, j'aimerais que tu me racontes en quelques instants, en quelques minutes, ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, dans quelle entreprise, qu'est-ce que tu as fait ici, en France. Écoute, Fabrice, je voulais dire une chose, c'est que j'ai accepté ton invitation, parce qu'on se connaît, ça fait quelques années qu'on se voit, qu'on se croise, etc. Et que je pense que ta démarche est honnête. Parce que c'est vrai que je ne suis pas spontanément ouvert à expliquer ce que je suis, moi je. C'est pas vraiment ma manière de fonctionner. Je trouve que dans la vie, il est bon de cultiver une certaine discrétion. Mais je pense que ta démarche elle est honnête, de vouloir montrer à des gens qui sont des fois dans la difficulté comment d'autres peuvent faire. Ça n'exclut évidemment pas que j'ai pu traverser des difficultés, mais si j'arrive globalement dans ma vie professionnelle à rester debout, c'est sans doute parce que j'ai utilisé ma personnalité et puis aussi peut-être des repères. C'est peut-être ça qui m'a aidé. Moi, j'ai fait rapidement des études de gestion. J'ai travaillé au début dans l'entreprise familiale, à un poste de direction. Mais j'ai toujours eu à cœur de mériter mon salaire et ma fonction, et je ne me suis jamais comporté comme un fils à papa. Et ça m'a valu avec d'autres dans l'entreprise de prendre la porte à un certain moment, parce que je n'admettais pas certains comportements de mon père en tant que, je dirais, respect des individus. Voilà, ça a été mon premier réflexe d'autonomie. Je ne me suis pas complu dans une atmosphère de dirigeant, de direction, d'ordre, etc., sans respect des gens. Voilà. Et ça a fait que j'ai pris la porte avec les autres, et on était de la même charrette. Donc ça a été difficile, évidemment, parce qu'on quitte une position enviable, on va dire, hein, mais en tout cas dans ma tête ça ne fonctionnait pas. Je ne pouvais pas admettre ça. Voilà. Et je pense que peut-être la première chose qui doit sous-tendre une action personnelle dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle, c'est une certaine éthique. On ne peut pas se lancer dans une action de création d'entreprise, etc., si on n'a pas une éthique. L'éthique, c'est quoi? C'est des valeurs humaines, évidemment qu'il faut travailler, chacun doit faire ce pourquoi il a été pressenti, mais pour autant, tous les gens ont droit au respect, ont droit de la considération. On doit, si on doit de temps en temps recadrer les actions des uns et des autres, ça doit se faire dans le respect de la personnalité des uns et des autres. Et c'est ça que je ne trouvais pas dans l'entreprise familiale. Et comme je ne le trouvais pas, j'ai tâché de le reconstituer ailleurs. Donc ça a été mon expérience, je dirais, la plus ancienne. Ensuite, avec les autres cadres de l'entreprise qui nous avaient valu tous d'être virés, on a reconstitué une entreprise qui a eu un succès phénoménal dans le domaine qui était le nôtre. Parce qu'on peut faire son entreprise, d'après moi quand même, que si on a cultivé une certaine compétence à un moment. On entend trop souvent, je crois, parler en ce moment des start-up. C'est le grand anglicisme de l'époque. Hein, on veut créer sa boîte. Alors, autant c'est légitime quand on a quelque chose à apporter de supplémentaire sur le marché, parce qu'il s'agit de ça. On est tous en compétition les uns avec les autres. Donc, quand on crée son entreprise, il faut avoir une légitimité et quelque chose à apporter qui ne serait pas encore
sur le marché. Donc on avait avec ces autres cadres recréé une entreprise de produits chimiques, puisque c'est mon métier de base. Et ça a eu un succès phénoménal. Ça a apporté aux uns et aux autres une réussite assez importante. Quand on parle d'impôt sur la fortune, à ce moment-là, ça représente, je pense, pour les gens qui nous écoutent, quelque chose de significatif, hein, dans le monde de l'entreprise et de la réussite individuelle. Et à un certain moment, donc j'étais dirigeant d'une des filiales de cette entreprise, j'ai été débarqué, encore un coup, j'ai été débarqué, oui, sans doute, j'étais un de ceux ou celui qui avait le plus de succès et de réussite dans le groupe, et j'ai été débarqué, je dirais, je comprends encore aujourd'hui toujours pas pourquoi. Il y a un moment où on se méfie peut-être des gens qui réussissent trop. Il y a sans doute une tentative à un moment de vouloir récupérer. C'était une vision différente. Tu as vu Steve Jobs, il a perdu Apple aussi. Ah oui, c'est idole, c'est vrai. Sa vision, je me rappelle. Ah ouais. Il est tombé et ça lui a permis aussi de reconstruire après 12 autres sociétés. Une des plus connues, c'est Pixar, c'est qui a lancé les animés, tout ça. Il s'était fait mettre la porte en différentes. Alors, bon, tu as quitté l'entreprise familiale et toi tu as créé une entreprise. Avec d'autres, Voilà, ça a été un succès phénoménal, d'après ce que tu veux dire. Donc c'était quoi les moteurs de ce succès phénoménal? Écoute, un peu à l'époque, le leitmotiv affiché, je dis affiché parce qu'il y a souvent loin de la coupe aux lèvres, comme on dit, hein, c'était de faire réussir les autres pour réussir soi-même. C'était ça. Je pense que la genèse de cette croyance-là était saine, même si elle après par le dirigeant, elle a pu être un peu dévoyée. Ça a été virer Patrick pour continuer à réussir soi-même. Parce que je représentais un intérêt économique assez important, je gagnais beaucoup d'argent. Donc en me virant, évidemment, on récupérait la manne. Voilà. Donc j'en ai beaucoup souffert. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, ça me pèse. Et ça s'est passé je dirais presque il y a 20 ans maintenant, il y a presque 20 ans. Et comme tout être humain, j'ai pu souffrir des agissements des uns et des autres dans mon activité professionnelle. Parce que l'émotion, elle est là, on fait pas des affaires, comme on dit, sans émotion, sans émotivité. Et quand on est un petit peu écarté de ce qu'on a créé ou participé à créer, évidemment, il y a beaucoup de souffrance. Mais je crois aussi le propre d'un homme ou d'une femme qui se destine à créer son entreprise, c'est d'avoir un axe incontournable, immuable, obligatoire. Le mien, ça a été toujours quelque chose de basique, ça a été de continuer à pouvoir faire vivre ma famille. Ça a été toujours essentiel. Alors évidemment, j'ai toujours eu un style de vie assez aisé, parce que sans doute que le travail que j'ai produit m'a permis de l'acquérir, et j'ai trouvé ça plus confortable que quelque chose de moins confortable. C'est tout bête, hein. Et donc après, j'ai toujours fait en sorte que ma famille soit à l'abri de tout ce que je subissais. Voilà. Donc le premier... Pardon. Ouais, c'est juste par rapport à ce que tu disais, que tu aussi avais des échecs, tu avais subi des choses. Comment tu faisais pour te relever, ou qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là? Est-ce que c'était de l'ordre un peu du tsunami émotionnel, tu te retrouvais par terre, tu n'avais pas envie de te relever, ou est-ce que quand tu te retrouvais par terre, tu étais déçu par tout ça, qu'est-ce qui te permettait de te relever? Par la famille, comme tu vois, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh bien, écoute, tu mets le doigt sur quelque chose là que j'ai eu à l'esprit quand j'ai été viré de chez mon père sans un sou, parce qu'il s'était organisé pour que je ne touche pas un sou, et que même les prud'hommes ne m'ont jamais donné satisfaction en disant oui mais c'est une affaire entre père et fils, donc en gros ils se démerdent. Donc j'ai vraiment dû me démerder sans un sou et atterrir à Paris dans un HLM, etc., comme d'autres, hein, mais bon, c'était difficile. J'ai redémarré ce que je n'avais jamais fait quand je suis parti de la Bretagne presque avec quelques valises
et qu'on est atterri en région parisienne, j'ai redémarré un poste de commercial dans l'entreprise qu'on a recréé les uns et les autres. Chacun a mis toute son énergie évidemment dans la base, c'est de faire des affaires, de faire rentrer de l'argent. Et moi, j'avais jamais fait ça avant, j'étais le dirigeant ou co-dirigeant. Et donc, je me suis mis à la vente, ce que je n'avais jamais fait. Très vite, je dirais presque instantanément, j'ai été au-devant des gens, et puis j'ai proposé les produits, etc. etc. Et j'ai une vision tout de suite immédiate, surtout quand on arrive à Paris, pour ceux qui connaissent Paris. Je me suis dit, c'est pas le béton qui va avoir la loi, qui va faire la loi avec moi. C'est pas le béton qui va me dominer. Ça a été ça, je me suis fait comme une sorte de slogan. Tous les matins, je partais d'un côté de la région parisienne pour aller travailler sur un autre secteur. Je traversais les périphériques, autoroutes, etc. Et c'est ça qui, tous les matins, me faisait vraiment bouger. Le béton ne m'aura pas. Voilà. C'est-à-dire que j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit de travailler, et je ne serai pas dominé par ces villes, cette ville, etc. Voilà. Ça a été ça le démarrage. Quand tu disais que le béton ne t'aura pas, est-ce que par exemple il y avait autre chose qui venait, une vision, par exemple une maison, le voyage et ainsi de suite? Écoute, qu'est-ce qui venait derrière cette pensée? Et bien derrière cette pensée, c'est marrant, mais te connaissant, ça ne m'étonne pas que tu aies cette intuition de cette question. Au début, on habitait donc dans un HLM. HLM, c'est pas toujours très gai, etc., dans la banlieue nord de Paris, à Taverny. Et je voulais, alors qu'on venait de la Bretagne, qui était un site beaucoup plus agréable, etc., un appartement agréable, enfin bref, je me suis dit tout de suite, il faut que je mette ma famille dans un endroit quand même plus agréable. Et bien, au bout de 3 mois, avec les salaires que j'ai pu générer, en 3 mois, j'ai pu acheter une maison. Oh, carrément. Voilà. J'ai acheté une maison dans l'endroit où je travaillais, plutôt que de traverser Paris, la région parisienne tous les jours. Et en 3 mois, j'avais des feuilles de paye suffisantes, crédibles, et j'ai pu acheter une maison avec un jardin, etc. D'accord. Donc voilà, ça a été ça. Je pense que souvent, il faut comprendre que c'est un instinct de survie qui fait bouger. Tu as une famille, il faut vite prendre ses responsabilités. Enfin, il faut être quelqu'un debout. Tu ne peux pas être écroulé, même si j'ai eu une période où je pense que j'étais très très mal portant après s'être fait virer. Quand tu te fais virer par ton père, c'est un peu chaud quand même. J'ai eu une période de quelques temps où il m'a fallu me reconstruire un peu, vite fait. Et puis j'y suis parvenu, et puis voilà, j'ai pu mettre ma famille dans un endroit qui permettait qu'ils ne souffrent pas trop de la situation. Voilà, ça a été ça. D'accord. Et après, qu'est-ce que tu as poursuivi comme création d'entreprise? Déjà, tu parles de Paris, la réussite. Paris, la réussite. Tu n'étais pas chez l'entreprise, enfin tu participais à l'entreprise. Après j'ai été, voilà exactement, j'étais manager d'une des filiales, la plus profitable, etc. du groupe. J'en ai été écarté. Donc là, j'avais subi depuis un bout de temps des manœuvres un petit peu d'encerclement, je dirais, de mes associés. Voilà. Donc j'ai été débarqué. Et à cette époque-là, après le pavillon que j'avais pu acheter rapidement, on vivait dans un château, dans une propriété que j'avais acquis. Et oui. Ah, ça marchait bien. Ça marchait très très fort, oui. On vivait dans un château, dans plus d'1 hectare, etc. Une propriété immense sur laquelle j'avais fait faire des travaux, enfin bref. C'était le cocon familial reconstitué de manière optimum, avec un niveau de vie assez élevé, etc. Donc j'ai été débarqué, il m'a fallu vendre la propriété, parce que les impôts, parce que plein de choses. Donc là, ça a été un choc aussi. Et donc on a décidé de s'installer à Montpellier. Voilà, donc là on a repris nos valises avec un peu de sous pour redémarrer. On s'est installé à Montpellier simplement sur la réputation de Montpellier, parce que ça nous semblait une ville agréable pour tout le monde. Le Midi, pas la Côte d'Azur qui nous branchait pas trop. Une belle vie pour les enfants, une ville universitaire, etc.
Donc on s'est installé à Montpellier, là j'ai redémarré une entreprise, là tout seul. C'est toi qui as créé, il n'y avait pas de partenaire? Il n'y avait rien du tout, j'étais tout seul. Le garage, je l'ai converti un peu en stockage, un peu de produits. Après j'ai loué un petit entrepôt. J'ai démarré tout seul, la vente sur le terrain, prospecter à Montpellier la clientèle, puis essayer de rebondir. Là encore, le guide, ça a été, il faut pas que je reste abattu comme ça, il faut rebondir, quoi. On peut pas, j'ai essayé de chercher du travail dans mon métier. J'ai essayé ça parce que bon, il n'y a pas non plus que l'entrepreneuriat individuel. J'ai essayé de travailler, mais finalement chez les concurrents qui me connaissaient de réputation, mais ça n'a pas donné, ça n'a rien donné. Donc j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Donc voilà, on a vécu quelques années là. Ça se passait assez bien avec des commerciaux que je connaissais de mon ancienne entreprise, qui préféraient travailler avec moi qu'avec l'ancienne, etc. Là, toujours le leitmotiv, c'est de vivre soi-même, essayer de subsister déjà, ça commence toujours par ça, quoi. Mais je pense que ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est qu'il faut une réelle capacité professionnelle, il faut avoir quelque chose à apporter sur le terrain. Donc moi, ça a été quoi? Ça a été des produits de très bonne qualité que je faisais fabriquer, et puis une manière de les vendre aussi qui convenait aux clients. Une manière peut-être offensive, c'est vrai, assez virile on dirait maintenant, mais pour autant que les gens ne soient pas déçus, d'être toujours conforme à une espèce d'éthique de l'entreprise, de produire des bons produits au prix du marché, etc. Voilà. Et dans ce que tu dis là, par rapport à la vente du produit, tu pensais que c'était bien parce que tu étais motivé de vendre ce produit, donc c'est ce qui faisait que ça se vendait bien, ou c'est parce que quelque part tu croyais bien en toi en tant que commercial, et c'est ce qui faisait que tu arrivais donc à développer ta clientèle? Quel était d'après toi, ce qui était plus dominant? Parce qu'on dit que des bons commerciaux, en fait, ils arriveraient à vendre n'importe quoi au public, mais c'est parce qu'ils savent déjà qu'à l'intérieur d'eux, voilà, ils sont vendeurs. Toi, c'était comment? Toi, c'était le produit qui était bon, tu croyais en le produit, tu savais déjà que de toute façon, toi, tu y arrivais parce que derrière, c'était important pour toi, la famille, avec bien sûr d'autres choses. Hein, mais... Là, je crois qu'à la base, là, tu mets le point sur un point particulier dont il faut parler, c'est une bonne image de soi. Voilà. C'est pas parce qu'on a été licencié, c'est pas parce qu'on a échoué, c'est pas parce qu'on a été trahi que pour autant on est quelqu'un de coupable. J'ai jamais ressenti de la culpabilité, de la peine, oui, beaucoup de moments de difficulté parce que ça fait souffrir, c'est des choses qui font souffrir. Mais j'ai toujours eu, je dirais, bon, même si c'est pas modeste de le dire quand on est filmé, mais j'ai toujours eu une bonne image de moi. J'ai toujours pensé que la manière dont je fonctionnais était honnête, elle avait le droit d'exister. Voilà, j'avais le droit de faire ce que je faisais parce que je le faisais bien, je le faisais honnêtement, sans voler les gens, dans des conditions normales. Et la bonne image de soi, elle transparaît. C'est sûr que quand on va voir des gens dans le domaine commercial, mais presque tous les métiers sont des domaines commerciaux. Un avocat est aussi quelque part aussi un commerçant. Un chauffeur-livreur est aussi quelque part un commerçant. Il faut faire la bonne prestation avec le sourire. Quand on a la bonne image de soi, on est respecté. Les gens vont au-devant de quelqu'un de souriant et qui a une bonne image de lui-même. Sans orgueil, sans ostentation, mais simplement afficher qu'on se sent bien dans l'endroit où on est, on se sent bien dans le métier qu'on fait, et qu'on est sûr d'apporter quelque chose de positif. Jamais, enfin en tout cas dans l'activité professionnelle, ne jamais faire pleurer, ne jamais vouloir attirer à soi une espèce de compassion plutôt malsaine. Le travail, ça doit rester du travail. Et il faut afficher un optimisme, le sourire et une bonne image de soi. Alors justement, quels sont les conseils que tu pourras donner aux personnes qui justement aujourd'hui on parle souvent de confiance en soi, manque d'estime de soi? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes pour qu'elles puissent cultiver justement le meilleur d'elles-mêmes, avoir une meilleure image d'elles dans leur travail, dans leur groupe, dans leur famille? Ça serait quoi les petites choses qui toi t'ont aidé toujours pour pouvoir, malgré que tu sois tombé, qu'est-ce qui a toujours été comme ça à
t'aider à avancer, à te relever, à continuer de développer ta clientèle, à avoir une entreprise sur le compte, à créer. Et encore aujourd'hui, on en reviendra tout à l'heure, mais il y a toujours d'avancer. C'est quoi Je vais citer une phrase qui, souvent, tu m'as demandé auparavant, en préparant cet entretien, s'il y avait des hommes qui m'avaient marqué. Ouais. Je dirais qu'il n'y en a pas. D'accord, ok. Marqué ou inspiré. Voilà, non, je dirais qu'il n'y en a pas. Évidemment, je connais les réussites, Getty. Si, il y a peut-être un livre que j'ai recommandé d'ailleurs à mes fils. Il y a peut-être un livre, pour être tout à fait honnête. Comment se faire des amis, je crois que c'est Getty. Il y a des conseils qui dépassent un peu le titre, on va dire. Et ça, il y a des conseils de vie que j'ai dû lire qui m'ont... J'ai eu un moment des lectures positives. Voilà, je me souviens de ça. À des époques où ça m'a soutenu, l'art de réussir ou des choses comme ça. Okay. C'est plutôt des ouvrages qui vont développer en soi l'optimisme, la confiance en soi. Donc moi je recommanderais de lire des livres on va dire de positivisme. Ça peut aider. La lecture, c'est un moment personnel où on peut cultiver certaines choses et on peut trouver là des choses utiles. Donc l'art de se faire des amis, comment se faire des amis, je ne sais plus. Mais autrement, donc, pour revenir à ta question, il y a une phrase qui me suit souvent, qui m'a souvent suivi, c'est une phrase de Simon Ionescu, qui est un auteur hongrois, ou je dirais dans ces contrées-là, car la vie est un bien perdu quand on n'a pas vécu comme on l'aurait voulu. Oh, okay, ouais. Voilà. Et c'est un peu ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez, on va dire, autonome. J'ai toujours tâché de faire ce qui me faisait plaisir dans le boulot. Le boulot, ça doit être une sorte, quand même, ça doit être une source de plaisir. On y obtient de la reconnaissance. On distribue aussi de la reconnaissance, d'une manière ou d'une autre. Et le travail, ça va être le lieu de l'expression de sa personnalité. C'est pas une punition, le travail, ça va être de la joie. Si on fait ça tristement, ou on s'est trompé de travail, ou on traverse une mauvaise passe, mais moi ce qui m'a guidé toujours, c'est le plaisir d'aller au-devant des gens. Et j'ai beaucoup plus apprécié ça quand j'ai été contraint, après mon épisode de Bretagne, d'aller sur le terrain, de vendre. Là, j'y ai trouvé beaucoup de satisfaction, d'aller à la rencontre des gens. Bon, ça, c'est mon cas particulier. J'éprouve du plaisir, et encore maintenant, puisque j'ai des clients, aller voir des gens, leur proposer ce que je fais, des rencontres, il y a des connivences, il y a des choses qui se passent entre humains, et ça m'a toujours porté, j'ai toujours eu du plaisir à ça. Voilà. Et c'est le moment, c'est une forme aussi d'oubli de soi, où on porte de l'intérêt à ce qu'on fait, aux gens qu'on rencontre. C'est beaucoup ça qui me nourrit. D'accord. Est-ce que tu as remarqué, du fait d'être passionné de ce que tu faisais, d'être en commercial, d'aimer le contact, est-ce que tu observais que de plus en plus d'opportunités se présentaient à toi, de nouvelles rencontres Oui, cet optimisme, effectivement. Les gens disaient... C'est vrai, à l'époque, et puis ça va nous amener tranquillement ici en Polynésie, c'est à l'époque où j'ai donc créé mon entreprise à Montpellier, donc ça s'est développé, il y avait des commerciaux qui vendaient dans quelques régions de France. J'ai eu un local plus important, avec un dépôt plus important, etc. etc. Ça s'est développé, je traversais la France pour transmettre un peu ma méthode de travail aux commerciaux et autres. Et à un certain moment, en rencontrant un commercial qui voulait rejoindre mon entreprise, j'ai eu l'opportunité, alors c'est comme les neurones, hein, il y a des jonctions qui se font entre des neurones, et il y a des jonctions qui se sont faites entre êtres humains, et ça m'a conduit ici en Polynésie. Une entreprise locale de produits chimiques de Polynésie avait cessé son activité, ne fonctionnait plus, et une personne qui travaillait ici, par ses relations successives, est rentrée en contact avec moi. Et c'est pour ça qu'en quelques jours, on s'est parlé au téléphone. Il était en panne, je dirais, d'entreprise. Il n'avait plus rien à vendre, etc. On a parlé au téléphone. Et quelques jours plus tard, je suis venu en Polynésie. J'ai toujours ressenti qu'il faut avoir une capacité d'analyse
Alors on peut se tromper, j'ai dû me tromper 1000 fois dans ma vie, mais une capacité à faire un petit peu un bilan et de se dire, ça c'est une opportunité, il faut que je la saisisse. Donc en quelques jours, je suis arrivé ici, et j'ai rencontré cette personne, et il est toujours un de mes partenaires dans l'entreprise, il est toujours là au bout de 10 ans. Donc au début de Montpellier, je venais 2 fois par an, et j'ai créé l'entreprise avec lui, et on a fait prospérer cette entreprise. Et il s'est trouvé que l'entreprise de Montpellier, encore une fois, parce que mes anciens associés ont fait en sorte de séduire les commerciaux qui étaient venus chez moi. C'est à la barbare que ça se passe là-bas. Hein. C'est à la barbare. Ils m'ont dépouillé des commerciaux, voilà. Donc l'entreprise a plié. Celle de Montpellier. Celle de Montpellier a plié. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, ça oui. fait un coup encore. Voilà, donc beaucoup de problèmes. Et on a décidé avec mon épouse de venir en Polynésie, parce que l'entreprise de Polynésie fonctionnait bien. J'avais dans le même temps aussi monté le même genre d'entreprise à La Réunion. Mais comme le commercial que j'avais là-bas m'a volé le stock. Wow. Ouais. Et comment tu fais justement par rapport à toutes ces choses-là? Parce que tu vois, dans la vie, il y a certaines personnes qui disent ouais, c'est pas bien de commettre des erreurs, de faire des échecs. Enfin, tu vois, c'est pas oui. ça, c'est pas bien. Alors qu'en fait, il y a, comment ça s'appelle, un scientifique français, un neuroscientifique français, hein, Stanislas Dehaene, je crois, qui dit que justement l'erreur, ces choses-là font partie de la réussite. Comment toi t'as fait comme ça pour te relever à chaque fois? On te pique tes stocks, on te pique tes commerciaux, ton papa te fout dehors de ton entreprise. Comment t'as fait à chaque fois de trouver? Je veux dire sincèrement, j'ai du mal à dire moi j'ai fait ça. J'ai du mal à le dire. J'ai du mal peut-être même à le comprendre. Il y a l'instinct de survie à un moment. C'est ça, c'est comme un... Mais oui, c'est que je ne vais pas rester là planté, quoi. C'est pas possible. Hein. Donc faut réagir, faut bouger, faut rassembler son esprit. Il faut toujours se rappeler et retrouver cette petite étincelle en soi, de la bonne image de soi. Est-ce que j'ai failli? Est-ce que j'ai été malhonnête? Est-ce que j'ai mérité ce qui m'arrive? Il y a un peu de tout ça, malhonnête sûrement pas. Mais est-ce que j'ai mérité? Peut-être. Est-ce que j'ai failli dans tel point? J'étais peut-être pas averti, je me suis fait rouler par plus malin que moi. Voilà, aussi. Hein. Alors est-ce que ceux qui roulent d'autres personnes sont plus malins? Est-ce que c'est malhonnête? Ils régleront ça plus tard quelque part. Je peux pas le dire. En tout cas, moi j'ai pas conscience en tout cas d'avoir nuit à autrui. J'ai subi des situations qui m'ont valu à chaque fois des revers, hein, de fortune, etc. Oui. Alors comment je m'en suis relevé? L'instinct de survie. Voilà, on est tout seul sur une île déserte. Hein, c'est ce film qu'on a vu encore il n'y a pas longtemps avec Tom Hanks, voilà, etc. Bon, il y a un moment, on rassemble ses billes, comme on dit, on rassemble ce qu'on est, ce qui reste. Et puis il y a l'aide familiale, hein, il y a ma femme. Qui m'a toujours soutenu, aidé, qui a été bien placé pour savoir éventuellement pouvoir dire tiens, là peut-être t'aurais pas dû faire ci ou ça, ou te méfier d'eux. Alors la vie c'est une immense méfiance, hein, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et de plus en plus on devient plus vigilant, on fait attention, mais ça ne doit pas non plus empêcher l'ouverture vers les autres, hein, quitte encore ça m'est arrivé là il y a 1 an, de me faire encore avoir par quelqu'un ici, et voilà, mais comment on fait? On rassemble ce qu'il y a de bien en soi, de ce qui mérite d'exister. Voilà. Tout le monde souffre de revers, de fortune, de perdre son emploi. Hein. Je parle comme entrepreneur, mais je pourrais parler aussi aux gens qui sont salariés, qui ont perdu leur emploi. Ça m'est arrivé, évidemment. Mais c'est pas parce qu'on a perdu son emploi, ou même, pourquoi pas le dire aussi dans la vie personnelle, c'est parce qu'on a divorcé par exemple, qu'on est quelqu'un de mauvais. C'est un échec, évidemment. Moi j'ai la chance d'être marié depuis 40 ans. C'est peut-être pour ça que, voilà, non mais, en tout cas je me suis pas trompé. Et elle non plus sur ce point-là. Il y a peut-être un point où j'ai eu plus de pif, comme on dit. Hein. Et comment quels seraient les petits conseils que tu donnerais justement, parce qu'aujourd'hui tu vois, 3 couples sur 4 divorcent. C'est rapide, au bout d'1 an, les gens préfèrent plutôt casser que construire. C'est vrai que construire,
ça nécessite de compromis, de s'adapter à la personne, de dire voilà, la personne en face de moi, c'est un package avec des belles choses et des moins belles choses, des qualités et des défauts. Comment toi t'as fait? C'est quoi le petit conseil que tu donnerais pour alimenter dans cette matière-là ce ciment, tu vois, de réussite dans un couple? 40 ans, c'est beau. Ouais, on va fêter 40 ans. Ouais. Oui, j'ai bien conscience que c'est assez rare. Tu considères aussi que de la même vision, enfin la même façon que tu as pensé l'entreprise, ta famille c'est pareil, le couple, c'est aussi une entreprise que tu vas construire avec des challenges. Oui, il y a un peu de ça, il y a de la patience, il y a du respect, et puis on fait des erreurs les uns les autres. Si on ne pardonne pas les erreurs, mais on pardonne quoi? On est qui à ne pas savoir pardonner des erreurs? On s'attend à être pardonné quand on en fait, et puis il faut être capable aussi de pardonner quand il y en a. Je dirais, qu'est-ce qui scelle un couple? C'est du respect, de la patience, puis c'est l'amour. Hein. En gros, voilà, c'est l'amour, qu'est-ce que tu veux? Les circonstances de la rencontre de ma femme, on peut encore faire une séance, mais bon, on s'est rencontrés, puis on ne s'est jamais quittés, voilà, parce que ça doit être comme ça. On est deux personnes qui sont indissociables, voilà, et que... Ah, tu as eu un ressenti par rapport à la vie, ça y est, c'est la femme de ma vie. Oui, bien sûr. Le lendemain, on devait se marier, quoi. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est un peu une entreprise qui marche. Oui. Bien sûr. Oui. Et puis là où on est, là où j'ai 61 ans, donc là où on est encore, évidemment, à une fin. Je ne dirais pas. Hein. Bah, écoute, l'optimisme, sans doute, le positif, sans doute nourri. Et puis tiens, aussi, je voulais en parler, ça une sorte aussi d'hygiène de vie. Et je voudrais juste, pour terminer avec ce qui est un ressenti de ce qui est un couple, de la patience, et puis aussi toujours manifester son intérêt pour sa femme ou pour son mari. Il faut parler. Et avec ma femme, on s'est toujours énormément parlé. Voilà, il faut parler, il faut échanger. Je pense que les humains ne sont pas des denrées périssables et jetables. Voilà. Et peut-être que beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui n'ont pas de vision, de compassion, de patience, parce qu'on est à l'ère de la rapidité et on croit que faire rapide, c'est faire utile, mais c'est souvent très désastreux, quoi. Moi, je pense, donc voilà. En tout cas, ma vie personnelle, elle m'a été d'un grand support, elle est toujours d'un grand support, parce que là j'entreprends encore des choses, elle est toujours d'un grand support pour moi. Ce qui est important aussi, je dirais, pour les conjoints d'entrepreneurs, ou même les conjoints de salariés, ou quand on est tous les deux salariés, il y a le soutien, la motivation de son alter ego. On ne fait pas sa vie tout seul, quoi. Et quand on est tout seul, on cherche justement, sans doute la plupart du temps, à trouver l'âme sœur. Mais il y a le soutien. Ma femme, elle a été toujours très encourageante. Pas complaisante, mais encourageante. Savoir toujours me trouver à exacerber ce que je pouvais faire de bien. Et elle a la part de ma réussite, si réussite il y a, parce qu'elle en est pleinement l'actrice. Voilà. Et juste un point qui me traverse l'esprit que je voulais dire. Il faut aussi, je crois, pour faire des affaires, mais être aussi un salarié efficace, il y a une sorte aussi d'hygiène de vie. Quand on est entrepreneur, il faut être vraiment en forme, parce qu'on a plein de choses à décider tous les jours. Il faut avoir l'esprit clair. Il faut éviter, je dirais, tous les vices communs aujourd'hui. Alors, je ne vais pas faire une leçon d'hygiène de vie à chacun, mais il faut être en très très bonne forme physique. Le physique, le mental, c'est une des clés de la réussite. Il n'y a pas d'entrepreneur qui soit alcoolique, qui soit fumeur invétéré, qui soit noceur. C'est pas vrai. De temps en temps, il faut ouvrir une soupape. Mais il faut une hygiène de vie, parce que ce sont des activités qui ne sont pas communes. Il faut bien le dire. Un dirigeant d'entreprise, il porte aussi sur ses épaules la vie de gens. Dans mon entreprise, il y a des gens qui ont des familles. Je ne peux pas flancher. Il faut que je sois bon.
Et pour être bon, il faut être peut-être un peu plus vigilant que d'autres à sa bonne forme mentale, physique. Il faut arriver au boulot, être bien. Quand moi je ne suis pas bien, des fois des fatigues ou telle ou telle raison, je ne vais pas travailler. J'arrête. Je ne veux pas projeter. Donc je fais suffisamment confiance aux gens. Mauvais dans mon Je laisse tomber s'il faut, si je sens que je ne serai pas d'un apport utile. Dans une entreprise, il faut balancer du positif. Les gens, ils ont besoin d'être soutenus, encouragés, remis dans l'axe si c'est possible, si ça le mérite. Parce que ma vision, c'est moi qui la cultive, parce que je pense que je sais ce qui est bien pour l'entreprise. Mais il faut savoir aussi soutenir les gens. Et quand on sait qu'on n'est pas en mesure de le faire, il ne faut pas aller au boulot. C'est pas un boulot, on n'est pas obligé. Hein. Moi, je décide de mon temps. Justement, comment, en fait, des petits conseils d'hygiène de vie avant ta vie, chez les entreprises, ne fume pas, ne bois pas. Qu'est-ce que toi tu fais alors pour cultiver donc, cet état d'esprit positif, le sport, l'alimentation? C'est quoi ces petits trucs? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la junk food, cette alimentation qui abreuve le système immunitaire, qui abreuve l'énergie aussi. Qu'est-ce que toi tu fais dans ton quotidien comme petit rituel pour t'aider toujours à être fixe? C'est bien se sentir, quoi. C'est bien ressentir ce qui me fait du bien, ce qui ne me fait pas du bien. Le tabac ne m'a jamais concerné, ça c'est clair et net. Mais bon, je sais qu'il y a plein de gens qui sont addicts et je les plains et peut-être que c'est pas facile de s'en dépatouiller. Moi, j'ai pas eu ce problème-là parce que ça m'a jamais attiré. Je me rappelle qu'étudiant, je passais pour un extraterrestre parce que je fumais pas, alors j'avais l'air. Mais il y a un moment, je cultivais cette différence-là, il y avait un certain snobisme. Voilà, quand on est ado, on cultive aussi cette différence. Moi, c'était une de mes différences, c'est que je fumais pas. Alors, ça faisait marrer tout le monde, mais moi, c'était mon style. Voilà, c'est comme ça. Et puis il y avait un goût contre ça, que j'avais aucun intérêt, je n'ai jamais eu d'intérêt pour ça. L'alcool aussi, c'est des trucs nocifs. Bon, on boit un peu de temps en temps, quelques petites coupes. Évidemment, on n'est pas des ascètes, mais il faut respecter son corps, quoi, parce que on ne peut pas avoir une activité qui dépasse quand même, il faut le dire. L'entrepreneuriat, ça dépasse la moyenne du supportable habituel. Quand il faut payer la CPS, quand il faut payer les salaires, quand il faut payer les fournisseurs, que l'argent ne rentre pas et tout, je ne dors pas toutes les nuits. Je ne dors pas toutes les nuits, mais si je n'ai pas de temps en temps des instants de récupération, je n'arriverai pas à assumer ça. Je ne pourrai pas. Et donc, moi, je recommande d'essayer d'être à l'écoute de soi, et de s'entourer de gens aussi positifs, de ne pas fréquenter que des gens qui sont dans le 36e dessous. Ils ont peut-être besoin de nous aussi de temps en temps, il faut être ouvert, mais il faut être dans un climat, un environnement qui soit porteur. Voilà. Et dans ce que tu dis, il y a quand même quelque chose qui revient souvent, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'humaniste un peu. Parce que souvent, tu fais référence à la famille, aux autres, au respect, et d'un nouveau salarié, de partager avec ceux qui ont des gens. C'est important pour toi? Souvent, est-ce que c'est une vision importante? Parce que tu sais, il semblerait qu'à l'échelle d'entreprise ou autre, voilà, pour eux, c'est la vision de l'argent, développer le chiffre d'affaires, la réussite. Sans que c'est trop important, les gens qui travaillent avec eux. Est-ce que toi, c'est aussi un moteur? C'est important. Oui, c'est un moteur. J'ai à cœur d'être honnête autour de moi. Voilà. Être un honnête homme, je crois que c'est une valeur qui se partage dans la vie privée et dans l'entreprise. L'entreprise, c'est pas un champ de bataille permanent où on aurait le droit de tout faire parce qu'on serait le dirigeant. Je suis quoi si personne ne travaille avec moi? Rien du tout. Donc j'ai ça à cœur évidemment tous les jours de bien accueillir les gens qui viennent dans l'entreprise, que je croise, que j'ai une réunion cet après-midi, je me mets déjà en condition parce que pour moi c'est important. J'ai un message à faire passer. Et oui, l'humain c'est la valeur première. Je sais qu'il y a des gens de tout temps ici, ailleurs, l'argent. Mais encore une fois, si on fait réussir les gens autour de soi, on réussit soi-même. C'est tellement évident. C'est pas tout pour ma gueule et puis ce qui reste pour les autres. Moi, j'ai pas cette vision-là du tout. Je suis toujours assez surpris d'ailleurs, d'un point de vue général. On voit dans les entreprises,
par exemple, le SMIC, il est à 152 000, après il y a des primes d'ancienneté, au bout de tant de temps, il y a une prime d'ancienneté qui tombe. Il y a des chefs d'entreprise qui n'ont de cesse, toujours, pour soi-disant faire des économies, de se séparer des gens quand ils commencent à coûter trop cher, quand il y a la prime d'ancienneté qui tombe, on va s'en séparer, parce que le prochain, le nouveau que je vais prendre, je vais payer que 152 000, donc je vais gagner 3 000 balles, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'on y perd? Qu'est-ce qu'on y perd? On fait le point de ce qu'on perd. Je trouve ça des raisonnements de petits bras, moi je ne supporte pas ça. Moi je suis enchanté que les gens avec lesquels je travaille soient là depuis longtemps, depuis 10 ans, qui touchent ce qui leur est dû, parce qu'ils sont meilleurs. S'ils sont encore avec moi, ils sont meilleurs. Ils sont rompus à l'entreprise, ils connaissent. Les clients aussi savent que dans cette entreprise, il n'y a pas de turnover. C'est des raisonnements de petits bras, ça. Moi, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas qu'on méprise les gens comme ça, qu'on fasse des charrettes simplement pour gagner 3 balles. C'est pas mon raisonnement. Je trouve ça à courte vue. Et l'argent ne vient pas plus parce que il y a l'image de soi. Est-ce qu'on est fier de soi quand on a désorganisé une famille? Est-ce que les gens y pensent à ça? Derrière les salariés, il y a une famille, et moi je pense à ça. Voilà, humaniste, c'est humaniste, pourquoi pas. Ouais, parce que c'est vrai que depuis que je t'entends discuter, il y a beaucoup de belles choses qui passent. Hein. Enfin, je ne vais pas rajouter tout, mais c'est vrai qu'il y a énormément de belles valeurs. Là, c'est mes convictions. Ah, c'est vraiment... Et d'ailleurs, je ressentais que si je remonte 35 ans en arrière, justement quand je me suis entre guillemets laissé virer par mon père, je ne ressentais pas ça du tout dans l'entreprise. C'est des valeurs qu'il n'y avait pas. Donc ça ne me correspondait pas, j'ai laissé tomber cette phase-là de ma vie. Déjà instinctivement, si je peux dire, c'est pas des valeurs que, et pourtant c'était la famille, hein. Ma mère travaillait aussi dans l'entreprise, etc. Ben, c'est pas des valeurs que j'ai eues, mais que j'ai cultivées moi-même et que j'ai continué à cultiver. Voilà. Et si fierté il y a, c'est celle d'avoir toujours été honnête avec moi, honnête avec mon entourage, et s'il y a quelque chose qu'on doit retenir peut-être de mon passage, c'est ça, c'est peut-être de l'humanisme, oui, mais c'est tellement naturel aussi entre nous. On voit là, au moment de la COP21, là, on essaie tous d'obtenir les uns des autres du respect. Qu'est-ce qu'on veut? Du respect, la prise en considération de l'humanité. Ceux qui en souffrent le plus sont ceux qui polluent le moins. L'Afrique pollue le moins et en souffre terriblement. Ça ne peut pas durer. Donc l'humanisme, c'est une valeur universelle. Voilà, et ça commence autour de soi. Ça commence dans le cercle familial et ça continue dans le cercle professionnel. Voilà, vis-à-vis de sa famille, on se doit d'avoir des visions et des notions pour nos enfants qui vont perdurer, autrement on a tout perdu. Tout à l'heure, tu parlais de l'argent. Quelle est ta vision de l'argent? Est-ce que c'est positif, négatif? Est-ce que c'est neutre? Voilà. Quelle est ta vision par rapport à ça? Parce que tu vois, il y a quand même des gens qui ont du mal, qui n'aiment pas l'argent. Est-ce qu'ils associent ce que des personnes ont fait Oui. au vaccin, tu vois? Ouais. Et ils vont dire, tu vois, lui, c'est pas bien, tout le monde n'est pas bien. Et comment est ta vision par rapport à ça? Mais l'argent c'est bien. L'argent c'est bien, c'est une conséquence, c'est une valeur étalon, mais c'est pas la seule valeur étalon. Pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on n'a pas réussi sa vie. Mais si on fait à peu près ce qu'il faut dans son métier, soit comme salarié ou entrepreneur, ça ramène du succès. Le succès, c'est quand même un peu d'argent. Ça permet de se loger, ça permet de vivre bien. C'est pas ça l'argent. Moi, j'ai aucun souci avec ça. J'en ai eu énormément. Je pense en avoir pas fait un mauvais usage. J'en ai perdu énormément. Donc ce coup-là, j'en ai pas fait un mauvais usage non plus. Non, moi, j'ai aucun problème. Moi, je respecte les croyances, hein, la religion, je respecte ça. C'est pas la religion, elle a à s'occuper du spirituel, et je la respecte pour ça, et je les respecte pour ça. Elle a à s'occuper de l'état d'esprit de ses fidèles, mais de là à juger de l'usage de l'argent, etc. Là, toutes les religions apprécient l'argent, hein. Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie? Quand on voit le faste du Vatican, ça dérange qui?
Bon, ça me dérange un peu quand même. Mais non, mais sérieusement, c'est de l'hypocrisie. Les fidèles, on leur demande de verser leur dîme tous les ans, donc on a, les religions aiment bien l'argent quand même. donc on n'a pas à jeter l'anathème sur les gens, parce que. Mais par contre, c'est pas le moteur, quoi. Ouais. Voilà. En fait, est-ce que tu es comme certaines personnes qui disent ok, je vais faire ce qu'il faut faire, je vais réussir, je vais m'occuper des gens, développer mon affaire, et l'argent sera accessoire comme une récompense. Et voilà, exactement. Voilà, l'argent, il doit venir. Pour réussir soi-même, il faut faire réussir les autres. Voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à des salariés qui, tout de suite, leur première vision pour trouver un emploi, c'est je veux un CDI et je veux un plan de salaire point barre, sans qu'il y ait la réflexion de dire voilà, avec mes compétences, avec mon diplôme, avec mon savoir-faire, ma motivation, qu'est-ce que je vais pouvoir amener à l'entrepreneur, à l'entreprise, alors qu'en fait, ils ont plutôt tendance à penser à l'inverse. Je veux un CDI et je veux aussi un salaire. Bah, on pourrait dire que c'est un peu le syndrome français, en tout cas le CDI. Vouloir la sécurité à tout prix, c'est s'interdire la réussite. C'est pas la sécurité qui fait la réussite. Ce qui fait la réussite, c'est la compétence. Voilà. Penses-tu que dans mon entreprise, je veuille me séparer de gens de valeur? Pas du tout. Je ne cherche qu'à les garder pour leur intérêt, pour l'intérêt de l'entreprise et pour le mien. Donc, cette vision qu'on inculque maintenant aux jeunes, que pas de CDI, c'est pas du boulot, c'est une erreur. Et pourquoi les entrepreneurs sont si frileux à faire des CDI? C'est parce que, évidemment, que les lois sont contraignantes et que quand on accorde un CDI à quelqu'un qui s'avère pas très utile dans l'entreprise, on ne peut pas s'en séparer. Ceux qui s'accrochent à fond au CDI ne sont pas ceux qui sont les plus compétents, nécessairement. Celui qui est sûr de lui, qui a une bonne image de sa compétence, il va dire ok, je prends mon CDD, je bosse même en intérim, comme ça se fait souvent. C'est une société d'intérim qui paye le salarié pour l'entreprise pendant quelques mois avant que ça se transforme éventuellement en CDI après. Il faut prendre. Il faut prendre. Si on est bon, il faut prendre. Qui peut penser qu'un entrepreneur voudrait se passer d'un bon ou d'une bonne? Personne. Donc s'accrocher à ça, c'est une illusion complète. Il faut démarrer le plus... Si la proposition elle est faible, autant dans la sécurité, entre guillemets, ce qu'on croit de la sécurité, mais quand on n'a pas de boulot, on n'est pas dans la sécurité. Et la France, les lois françaises, elles induisent l'insécurité parce qu'il n'y a pas de travail. Les entrepreneurs ne donnent pas de travail parce qu'eux, ils ne veulent pas être dans l'insécurité. Ils ne veulent pas proposer un travail à quelqu'un dont après, ils ne seraient pas capables de l'assumer. Donc les meilleurs d'entre les salariés ne doivent pas se focaliser sur un CDI. C'est une erreur manifeste. Ce n'est pas eux qui vont avoir le dernier mot, c'est l'entrepreneur qui aura le dernier mot. Et si lui, il a décidé que la sécurité de son entreprise, elle passe par une bonne évaluation des salariés avant de les embaucher, c'est l'entrepreneur qui décide. Et s'il décide de ne pas faire de CDI, eh ben, il n'y a pas d'embauche en France. Alors qu'est-ce que tu donnerais comme petit conseil à tous ces gens, tous ces demandeurs d'emploi, pour décrocher quelque chose dans une entreprise? De mettre en avant la meilleure, déjà la bonne image d'eux qu'ils ont. Dire carrément à l'entrepreneur, je suis dans ce cas-là, puisque j'ai un de mes fils qui est sorti d'études supérieures et qui cherche un travail en ce moment. On en parle. Il a eu des entretiens d'embauche, j'ai vu comment ça s'est passé. J'ai failli appeler les entreprises qui ne l'ont pas pris. Mais bon, on va laisser faire son chemin là-dessus. Mais c'est de mettre en avant ses qualités, sa motivation, et puis l'honnêteté. Si on a échoué avant, on peut très bien le dire aussi. Les gens apprécient l'honnêteté. Dire par exemple, de ce travail-là, j'ai pas été confirmé ou j'ai été licencié, ben, voilà, j'ai peut-être fait des erreurs. Mais je crois que l'honnêteté est payante. Moi, j'aurais une oreille très attentive à quelqu'un qui me dirait, j'ai pas gardé mon poste parce que peut-être je ne méritais pas, ou j'ai demandé une augmentation, je ne méritais pas. Je me souviens il y a quelques temps, ça me concerne, un de mes salariés qui m'a fait un chantage au salaire, il y a 3-4 ans. Il m'a dit, si tu ne m'augmentes pas, je pars. Pars, mon ami. Non mais, ça c'est ma responsabilité d'entrepreneur, mais quand on est salarié, il faut être diplomate aussi. On ne met pas la pression à son employeur comme ça, parce qu'on aura une tellement énorme image de son travail
qu'on s'imagine que ça vaudra une fortune et que l'employeur devrait payer. Non, il faut être aussi avoir une bonne évaluation de soi-même et puis ne pas se croire non plus plus qu'on est, quoi, finalement, quoi. Mais accepter, ou alors partir avec une recherche précise, soit de se mettre à son compte, quand on a acquis des connaissances et qu'on peut apporter quelque chose de supplémentaire dans le marché. Alors, il y a aussi un problème des connaissances, justement, parce que même certains jeunes sont diplômés, mais ils n'ont pas l'expérience. Ils ont les connaissances, mais alors comment, par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'a pas la connaissance de tout ce qui se passe dans l'entrepreneuriat, mais qui est compétent, qu'est-ce que tu conseillerais comme chose? Parce que des fois, c'est vrai que souvent les gens ils disent: ah, les jeunes, moi j'ai le diplôme, mais comme on dit que j'ai pas d'expérience, je ne suis pas embauché. Donc c'est le chien qui se voit. Oui. Tu vois. Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces gens? Je sais bien que, évidemment. Et même quelqu'un qui se lance dans une activité, qui dit: ok, c'est bon, je vais arrêter d'être salarié, et je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais en même temps, il se dit: c'est vrai, est-ce que je suis compétent? Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Là, en fait, c'était juste parce que ça me refait penser à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la zone de confort, à sortir de quelque chose, pas hésiter, essayer de combiner tout ça. Ah, il y a plusieurs questions dans ta question. La première, c'est un premier emploi. Un jeune qui veut décrocher son premier emploi. On va lui reprocher de ne pas avoir d'expérience, évidemment, c'est son premier emploi. Mais il faut savoir qu'il y a des entrepreneurs, des patrons qui recherchent des jeunes pour leur premier emploi. Évidemment, les annonces, elles sont normalement claires. Soit on recrute quelqu'un avec expérience, bon, là c'est incontournable, mais il y a des postes pour des jeunes, justement, à former. Donc moi, je conseillerais de pas se décourager, de faire des démarches aussi physiques. Trop souvent, moi, j'arrive à mon bureau et j'ai 1 ou 2 CV sur mon bureau des jeunes qui sont passés. Moi, je comprends pas. Moi, je suis de l'ère, de l'époque, du contact d'humain à humain. Ouais, donc c'est important pour toi que les jeunes viennent prospecter directement, te rencontrer. Ben oui. Pour montrer qu'ils sont. Moi, je reçois quand je peux quelqu'un qui passe et je vais lui expliquer, je vais être respectueux, lui dire: écoute, éventuellement aujourd'hui je n'ai pas de quelque chose en rapport avec tes compétences, je n'ai pas de poste pour toi, mais continue, je te souhaite de réussir. Ils se privent de ça, il y a plein de patrons encourageants qui les aideraient. Les envois internet, machin, truc comme ça, moi je trouve ça, surtout ici, c'est un petit monde, on a vite fait le tour. Moi je conseillerais une démarche physique, aller voir des gens, aller voir et se proposer. Pour le reste, donc, quelqu'un qui est déjà employé, qui voudrait évoluer dans sa vie professionnelle, se mettre à son compte. Je dirais qu'il y a un grand fantasme de ça, évidemment. Moi je l'ai fait presque contraint et forcé. Il y a un moment, je vais faire mon propre emploi moi-même, je vais créer mon propre emploi, parce qu'on ne veut pas de moi. Moi, je vais le faire. Ah oui, il y a un moment, il faut bouffer. Mais il faut se méfier de ça, du fantasme, de l'indépendance, de l'entrepreneuriat. Je suis assez réservé pour tout ce qu'on appelle en ce moment les start-up. Un jeune qui a quelques connaissances, qui va faire une appli très chouette et qui se met à son compte. Je ne sais pas la durée de vie de ça. Je n'ai pas assez de recul. Je ne sais pas si vraiment d'aussi faibles apports sur le marché sont suffisants pour créer une entreprise. Alors, il y en a dans tous ces jeunes qui ont des visions, évidemment, on ne va pas parler de Marc et de Facebook. Évidemment, là, ça confère au génie, etc. Enfin, lui, il a quand même évincé quelques-uns de ses anciens collaborateurs. Donc, bon, hein, pour autant, ce n'est pas le meilleur d'entre tous, mais en tout cas, c'est celui dont la réussite est la plus visible. Moi, je recommanderais quand même la plus extrême prudence. Être salarié sur des compétences, si on peut évoluer dans son entreprise ou dans une autre, parce qu'on peut changer d'entreprise pour évoluer dans une autre, c'est vachement bien. Avant de proposer au marché une entreprise qui a le droit de vivre, parce que c'est ça dont il est question. Je me mets à mon compte pour avoir une entreprise qui va me faire vivre et qui va être utile. Et si elle me fait vivre, c'est parce que j'aurais vendu mes prestations, mes produits ou mes prestations à des clients. Avant d'arriver à ça, avant d'arriver à faire sa place dans un monde où il y en a plein qui l'ont déjà, il faut que l'idée soit quand même très très pertinente. Il faut de la prudence, il faut aussi de la modestie. Il ne faut pas se lancer dans quelque chose simplement pour le fantasme de l'entrepreneuriat. Voilà. De la prudence, de la saine évaluation de ce qu'on vaut.
se faire évaluer éventuellement par quelqu'un d'autre. Demander conseil, est-ce que tu penses que mon idée, elle est valable? Est-ce qu'elle a droit de citer dans le monde où on est, sur le marché où on est? Voilà. Faut pas freiner l'initiative, mais il faut bien la peser. Et s'attendre aussi à ne pas réussir peut-être du premier coup. S'attendre à tomber, apprendre à tomber. Faut apprendre à tomber. Voilà. Dans le sport, le judo apprend bien ça. Je ne suis pas un grand sportif, d'ailleurs, on parlait de ça tout à l'heure, de l'hygiène de ce. Je ne suis pas un grand sportif. Moi, ma seule manière de me reposer, c'est soit de faire une collection ou de me détendre avec des collections, etc., films ou autres. Le sport m'a jamais détendu plus que ça, même si maintenant je me mets à 1 heure de marche de temps en temps. Chacun trouve son équilibre. Hein. Moi, j'ai une femme qui est très sportive, qui a besoin de ça pour retrouver sa bonne forme. Voilà. Moi, pas. Chacun trouve son truc, mais il faut bien s'écouter, il faut savoir s'écouter. Voilà. Je voulais dire ça. Bah, en tout cas, je vous remercie pour tous les conseils que tu as donnés, parce que tu as vécu plein de conseils. Si tu avais, pour la fin de cette interview, et parce que bientôt ça nous l'année, quelques petits conseils à donner comme ça, pour les jeunes, ou pour les moins jeunes, pour les personnes qui ont des doutes, qui ont un peu peur de faire certaines choses, qui ont des problèmes d'estime d'eux, qu'est-ce que tu donnerais comme petit conseil pour les aider, comme petit truc à cultiver chez eux pour pouvoir justement aller vers le meilleur d'eux-mêmes? Il me revient en tête une phrase de Socrate. Ouais. L'important n'est pas de vivre, mais de vivre selon le bien. C'est ça que je veux dire. Tout n'est pas bon à faire si la conviction n'est pas là. La saine conviction, voilà. On doit avoir un ancrage très très profond dans l'humain, donc tel que je l'ai développé, pour pouvoir exister. On ne construit pas quoi que ce soit sur des valeurs dévoyées. C'est ça que je voudrais dire. On a entendu ces quelques jours là, un homme d'affaires qui fait parler de lui depuis des décennies, qui s'est fait rattraper par la justice, etc. Je ne juge pas, hein, je ne connais pas le fond de l'affaire, mais ça, on ne bâtit rien sur des valeurs dévoyées. Voilà. La réussite, c'est avant tout un bon chemin personnel. Pour moi, c'est ça. C'est pas au détriment des autres, c'est avec les autres. Ça, je pense que je peux dire. Qui doit vivre, vivra, comme on dit aussi. Hein. Si l'entreprise, elle est destinée à vivre, c'est qu'elle a suffisamment collecté de bonnes choses pour avoir le droit d'exister. Voilà, il y a ça. Et inversement, ce qui est mal ficelé, mal fagoté pour des mauvaises raisons, avec des mauvaises personnes, bah, ça ne durera pas, quoi. Voilà. Donc, faut s'entourer, faut aimer les gens, faut aimer ses clients, faut aimer ses partenaires, il faut aimer sa famille. Ça sera le mot de la fin. Patrick, je te remercie sincèrement. Merci, Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Je te dis à une prochaine.